Si tu veux, moi je veux pas qu'il y ait un strike contre Olivier. Pour lui faire peur, je peux pas m'avoir à l'élection, c'est comment ça tout expliqué. Écoute, toi tu as des strikes, moi j'ai eu des problèmes déjà en France aussi parce que j'ai parlé de Jack Lang. Moi quand j'étais devant Reagan, j'ai dîné avec lui pendant 3 heures, j'avais l'impression d'être la seule personne qui existait au monde. Et il y a des tronches quand même. Trump, comme on parlait avant, c'est une tronche. Si Kamala Harris passe, ça va aller vers une dictature totale. Vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez plus de John Godzich. Eh bien, le voici pour vous. D'ailleurs, John a relancé sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Les Indomptables. Le lien est en description. Allez lui faire un follow. Vous allez être dans les premiers followers. Je vous garantis, il a encore moins de 1000 abonnés, mais ça va pas durer longtemps. Donc allez retrouver les liens en description. Ici, comme vous voyez, il commence à faire froid un petit peu au Texas et il y a du vent. C'est parce qu'on est à l'approche de l'hiver. Et qu'est-ce qui se passe en hiver? Eh ben, en hiver, c'est l'approche de Noël. Et Noël, c'est l'heure de faire des cadeaux. Et cette année, je vous en prie, faites un cadeau qui a du sens en supportant l'artisanat patriote français avec notre sponsor Kalos. Kalos vous offre 10% avec le code Trump 2024 sur kalos-france.com sur l'ensemble du catalogue. Il y a des vêtements, des bijoux, des couteaux. Ils soutiennent ces vidéos, alors en les soutenant, vous nous soutenez aussi et vous soutenez aussi l'artisanat français. Code Trump 2024, kalos-france.com, lien en description. Allez, c'est parti pour John Godzich. Salut John. Salut les gars. Alors John, tu me corriges hein, si je me trompe parce que je sais que je connais pas tout, mais John, en fait, tu es américain hein, à la base. Oui. Voilà, tu es né aux États-Unis, etc. Tu vis en France depuis plus de 20 ans. C'est ça? Voilà. Tu as été membre actif du Parti républicain pendant des années. Tu as déjà participé à plusieurs campagnes. Tu as été Arizona Financial Chairman, c'est ça? C'est ça. Du Parti républicain. Je sais que tu as côtoyé des grands noms du Parti républicain, notamment Ronald Reagan. Voilà, je sais que tu as travaillé avec un fils Bush, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un milieu que tu maîtrises et tu es encore, même si aujourd'hui tu es un petit peu extérieur, entre guillemets, à cette politique, c'est encore un sujet qui te passionne et que tu suis de très près. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur français, on va dire, et tu fais du contenu sur lequel tu instruis un petit peu en parallèle sur la politique américaine, etc. Est-ce que ça te va comme présentation? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Très bien, pas besoin de rajouter grand-chose. Je veux seulement dire que tout à l'heure, on écoutait la personne qui parlait. Gérald Olivier? Gérald Olivier, oui, et qui disait sa première élection, c'était en 88. C'est là où Bush père a été élu. Oui. Et puis, je me suis retrouvé à l'inauguration. J'étais invité pour l'inauguration de Bush père à Washington. C'est là que je me souviens bien de tout ça. Puis j'avais des amis à moi, y compris un de mes frères, qui ont fait partie de la Maison-Blanche et de la présidence à ce moment-là, conseillers proches et tout ça. Quand on vous dit qu'on reçoit pas Joel Clodo, on reçoit des mecs qui savent de quoi ils parlent. Là, c'est pas, le spécialiste BFM, le mec, on sait pas, il sort les chiffres de son trou du cul. Là, on a quand même quelqu'un qui participe activement, Maison-Blanche, etc. On vous parle de George Bush Senior, de Ronald Reagan, etc. Donc là, voilà. Ouais. On a quelqu'un qui, voilà, c'est pas son premier rodéo. Oui, ça c'est sûr. Mais, écoute, alors je ne sais pas si moi je vais sortir des opinions d'où tu l'as dit, mais j'espère qu'elles ne vont pas sentir mauvais. Hein. Exactement. Est-ce que tu crois, parce que pour la Géorgie, la Caroline du Nord, qui ont été dévastées par l'ouragan, est-ce que tu crois que ça, et qui ont reçu, on l'a vu, il y a beaucoup de gens se sont plaints de ne pas avoir reçu d'aide du gouvernement fédéral, qu'ils se sont sentis abandonnés. Est-ce que tu crois que ça, ce sentiment d'abandon, dans ces états justement, là, c'est de côté désespéré, parce que on peut vraiment prier pour eux, c'est terrible ce qui leur arrive à l'heure actuelle. Je pense que, je sais pas si outre-Atlantique, si en France, on réalise l'ampleur des dégâts de ce qui s'est passé ici, mais vraiment, ça a été apocalyptique. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une conséquence dans les votes ou non? C'est possible, surtout parce que Kamala n'y est pas allé, Biden n'y est pas allé et Trump y est allé. C'est dingue qu'ils n'y soient pas allés. Des fois, on se demande s'ils veulent perdre l'élection. Oui, c'est incompréhensible parce que là, je comprends. Il n'y a vraiment aucune raison. Et il y a encore des gens qui se sont maison, etc. Mais apparemment, tous les gens là-bas ont beaucoup voté déjà. Oui. Avant même les élections, c'est-à-dire tous les votes anticipés qui sont passés. Les points positifs pour Trump, moi je pense, c'est que tous les gens qui étaient dans de mauvaises situations à cause des ouragans, etc., sont en train de voter parce qu'ils ont vu
que Trump est intervenu, qu'il y a eu plein de gens qui étaient des Trumpistes, qui sont allés les aider, et que même FEMA, qui est l'organisation qui est censée être l'organisation de secours, les empêchait de venir. Ouais, quand tu dis des Trumpistes, c'est en fait les gens se sont entraidés eux-mêmes sans l'aide du gouvernement. Et il y avait beaucoup justement. Il y a des gens qui venaient, qui étaient des anciens militaires, qui ont reconstruit des ponts tout de suite. Il y avait énormément d'hommes blancs qui sont venus en aide. Oui, mais il faut bien comprendre un truc. Qui portaient des MAGA hats. Right. Il faut bien comprendre un truc. Quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, on est dans le sud. Qui a les capacités, etc. Tout ça, c'est les ruraux du sud, les gros sudistes, parce qu'ils ont des pick-up, des bateaux, que c'est des blue-collar men, donc c'est des gens qui travaillent, qui ont l'habitude de travailler de leurs mains, des charpentiers, des bûcherons, tu vois, je veux dire, des soudeurs, etc. Puis une des balance militaires. hormonale acceptable. Donc, comment ça ? Une balance hormonale acceptable. Voilà, exactement. Non, mais des militaires, des gens qui ont la. Donc en fait. À ce moment-là, tu sais qui c'est que t'appelles, c'est pas le démocrate de la ville, c'est pas le transgenre, c'est pas les white dudes for Harris. Les gens s'entraident. Les gens s'entraident. Voilà. Moi, je me souviens, il y a eu une période où j'ai déménagé de l'Arizona dans le Utah avec un énorme camion plein de trucs. Et quand je suis arrivé à ma nouvelle maison, il y a tous les voisins qui sont sortis pour aider à rentrer les meubles. Ouais, ça, c'est vraiment typique d'ici, c'est incroyable. Ça. Mais c'est clair. Et les gens vont vous amener à bouffer pendant 2 ou 3 jours parce qu'ils disent vous n'avez pas encore le temps de faire de la récolte, etc. C'est très américain, c'est des choses que le français moyen ne connaît pas là-dessus. Et si tu veux, moi, je veux pas qu'il y ait un strike contre Olivier. Mais il n'y a pas que Olivier, il y a nous aussi. Hein. Il y a toutes nos chaînes, là, on live. Pour lui faire peur, je peux prendre ma voix à Alex Jones et commencer à tout expliquer. Frogs are gay. Non. Je ne vais pas dire quoi que ce soit pour insinuer qu'il puisse y avoir des gens qui malencontreusement découvrent plein de bulletins de vote pré-préparés par hasard et qui les mettent dedans, etc. Comme ça s'est fait pendant la nuit en 2020. Quand ils ont arrêté de compter les votes à 11h30 du soir. En Géorgie, c'était dingue, ils ont fermé le stade. 700 000 votes, et ils votaient à 90% pour Biden. C'est ça qui était exceptionnel. Donc ça, c'est intéressant ce que tu fais. Tu sais, Staline disait la chose suivante, et d'ailleurs, Biden a repris la même phrase, curieusement, il y a quelques années. Ce n'est pas coïncidence, je ne crois pas. Celui qui vote qui est important, c'est celui qui compte les votes qui est important. Biden a dit ça. Mais il sait plus, tu sais. Il sait plus, ouais. Il sait plus ce qu'il dit. Tout le monde lui faisait des grands signes derrière la caméra. Tout le monde lui faisait non, arrête. C'est clair, ouais. Non, il a dit ça à l'époque où il n'était pas encore atteint. Hein. Ah bon, tiens. Comme quoi, il y avait des prémices. Mais c'est vraiment des choses de dictateur marxiste. Mais d'ailleurs, il y a plein de trucs. Biden était le responsable avec Clinton d'avoir mis des tas de noirs pour une simple possession d'un peu de marijuana en tôle. Oui. Et ensuite, Kamala Harris a rallongé leur condamnation en Californie parce qu'elle a besoin de gens qui gratuitement travaillaient dans les incendies des forêts, etc. Ouais, ça, on en avait parlé dans l'épisode des dossiers. Tulsi Gabbard l'avait complètement aligné. Et ça, je pense que ça a un gros impact dans l'augmentation du vote noir pour Trump contre Kamala. Alors moi, on va en parler avec le Barack Obama. Moi, je pense que c'est surtout du fait que ce soit une femme. Aussi. Je pense que les Noirs... Non, il y a les deux, mais il y a de plus en plus, quand on voit tous les trucs, parce que moi je suis tous les trucs en anglais, tous les hommes noirs surtout, qui parlent de Trump, etc., pour eux, Trump est un héros, parce qu'ils se souviennent. Mais tout le monde adorait Trump avant, c'est seulement quand il s'est présenté en politique que c'était ça. Mais il ne faut pas oublier, moi je pense que, allez, regardons dans l'avenir et imaginons une présidence Trump. Elle va être transformatrice. Elle va transformer le monde parce qu'aujourd'hui, il va avoir à ses côtés Elon Musk, Tulsi Gabbard, RFK Jr., etc. Des gens qui vont pouvoir mettre des choses en œuvre. Parce que Trump, contrairement à ce qu'on dit, on n'arrête pas de parler du fait qu'il est arrogant, etc. Mais Trump est brillant. Moi, je le sais même d'une façon presque directe parce que mon meilleur ami, quand je dis mon meilleur ami, il était témoin à mon mariage. Et malheureusement, il nous a quittés il y a 2 ans. Était le biographe de Trump. Il a passé du temps à la Maison-Blanche avec Trump et Melania, etc. Il m'a raconté toutes ces histoires et à quel point ils étaient marrants. C'était un couple hyper uni, malgré tout ce qu'on entend dans les trucs. C'est fabuleux. Et Trump est brillant. Alors, moi, j'ai fait une partie de mes études en France, donc il faut que je tienne compte de ce qu'on entend par brillant en France.
Moi, j'ai fait mes études en France avant que vous soyez nés tous, etc. C'était au début des années 70. J'avais fait 3 ans aux États-Unis, et ensuite j'avais fait 2 ans en France à Sciences Po, etc., etc. Et à l'époque, c'était tout le postmodernisme qui est en train d'arriver. C'était les gens qui créaient le wokisme avant qu'il n'existe en tant que philosophie. Et ça a été exporté de France à partir de Lacan, de Derrida, etc., vers les États-Unis, y compris avec Herbert Marcuse de l'école de Francfort, des communistes, etc. Et c'est eux qui ont envahi les universités américaines et qui ont transformé la façon de penser aux États-Unis. Et vous qui croyez que la France n'exporte rien, hein? Non, mais c'est vrai que c'est marrant de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui, et il y a le biais de le wokisme nous est apporté par les États-Unis, etc., alors que c'est une idée née en France, exportée aux États-Unis, qui a germé aux États-Unis, s'est répandue et en fait, par effet miroir, il est revenu. C'est le postmodernisme. C'est les gens qui étaient mes profs à l'époque. La France exporte le marxisme sous toutes ses formes. Etc. Ah, et moi, à l'époque, j'avais tendance à y croire. En plus. C'est à partir de la candidature de Reagan où mes yeux se sont ouverts, etc. C'est aussi pour expliquer, parce qu'il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je comprends pas, je sais pas si c'était toi, Olivier, ou si c'était un de vos invités, je me souviens plus, que vous compreniez pas qu'aux États-Unis, on peut passer d'un parti à un autre. Oui, c'est moi qui dis ça. OK, d'accord. Écoute, moi, j'ai l'avantage de remonter ma première élection présidentielle que j'ai suivie aux États-Unis, c'est celle entre Johnson et Goldwater, un an après la mort de Kennedy. Donc, tu vois, ça remonte. Et bon, j'étais jeune, mais j'étais adolescent, mais j'étais déjà très, très impliqué là-dedans pour comprendre des choses. Mais donc, j'ai un éventail de compréhension à travers les années. J'ai pas une vision restreinte de quelque chose, on voit une impossibilité. La politique de John Kennedy à l'époque, qui voulait arrêter les guerres en Angola, qui voulait retirer les troupes américaines du Congo, etc., ça c'était encore plus grave. Et c'était une des raisons pour laquelle le CIA avait besoin de se débarrasser de lui. Parce que d'un seul coup, ça ne nourrissait plus l'État profond, ça ne nourrissait plus les gens que ça devait nourrir. Et John Kennedy était devenu un danger à cause de ça. Le Vietnam était qu'un petit syndrome, etc. là-dedans. Mais ce qui se passait en Afrique, c'était terrible. Et Kennedy voulait remplacer ça par sa Peace Corps et tout ça. Aujourd'hui, John Kennedy, JFK, aurait été un trumpiste. Complètement. Et on ne peut pas baser ça sur démocrates, républicains, oui, etc. Tu veux dire qu'en fait, c'est le référentiel des idées à bouger. C'est pas les gens qui ont changé de parti, c'est les idées qui sont déplacées. Vers la gauche, malheureusement. Robert Kennedy Jr. l'a dit encore l'autre jour, dit « Moi, je n'ai pas quitté le Parti démocrate, c'est le Parti démocrate qui m'a quitté. » C'est beau. Et j'ai vu une femme qui a été élevée complètement à gauche et qui était militante démocrate, qui faisait des fundraisers, etc. Et puis là, elle a dit « Je ne peux plus. Cette fois-ci, je ne peux plus parce que je me suis rendu compte que la seule chose qui était importante pour faire des fundraisers, ramasser des fonds, c'est de téléphoner en permanence. Et je voyais tous les hommes politiques téléphoner, pas à la population, comme ils vont faire semblant que Kamala frappe à des portes, etc., mais aux grands donateurs qui allaient amener d'argent. Et c'est là où tout est dirigé. Est-ce que dans les élections américaines, c'est toujours celui qui a le plus de budget qui gagne les élections? Non, parce que c'était pas le cas en 2016. Est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est ça n'a rien à voir? Hillary avait 2 fois le budget. Moi, je crois que la liberté arrive à poindre son museau comme une faible fleur arrive à traverser l'asphalte, même contre tout l'argent du monde. Hein. C'est beau. Donc, Hillary a dépensé 2 fois plus d'argent que... Ça fait pas tout. Dépenser ou gâcher? Je te dirais quelle est la différence. Et est-ce que ça c'est une exception ou ça arrive assez régulièrement quand même? Que ce n'est pas celui qui a le plus de budget qui gagne? Ça va arriver cette année aussi parce que Kamala a presque 2 fois plus de budget que... Donc on est vraiment sur un effet Trump. Oh, on est sur un effet Trump. Trump, et ce que j'allais vous dire, il est brillant, mais pas dans le sens français. J'avais commencé à dire ça. Oui. Pas parce qu'en France, on est brillant quand on arrive à des choses que la plupart de la population n'arrive pas à comprendre. C'est presque plus
Non, moins on vous comprend, plus vous êtes admiré brillant. C'est pas faux. Plus c'est complexe, plus vous êtes brillant. Exactement. Plus c'est compliqué, moins on comprend. Moins on comprend. C'est Jacques Attali, quoi. Il n'y a pas que lui, mais bon. Ouais. Mais bon, écoute, toi, tu as des strikes. Moi, j'ai eu des problèmes déjà en France aussi, parce que quand je faisais des discours à Bercy, j'ai parlé de Jacques Lang, et puis je l'avais appelé embrayage. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi je l'appelle embrayage? Non, dites-nous. Oui, non, si, je sais. Ne dis pas. Ah, Ne dis pas. okay. Je sais. Ah, je sais, parce que ça commence par un P. Ça commence par un P, c'est à gauche. Ne dis pas le mot. Il en faut 2 pour faire un vélo. Et tout à l'heure, tu parlais de l'arrogance de Trump. Est-ce que tu trouves qu'il a été moins arrogant? Non, la brillance de Trump. Oui, aussi. Mais sa brillance ne réside pas uniquement dans son intelligence, mais dans sa capacité ultra rapide à prendre des décisions. Ouais. C'est un entrepreneur brillant, quoi. Il sait prendre des décisions rapides, parce que quand tu prends une décision, tu te trompes, tu peux la corriger. Si tu ne prends pas de décision, il y a des décisions qui vont se faire cacher dans le haut sphère, chez BlackRock, Vanguard, etc. Est-ce que tu as un exemple de décision rapide qui t'a marqué de la part de Trump? Ouais. Le fait d'ouvrir la porte à Robert Kennedy. Ah oui, rapidement. Le fait d'ouvrir la porte à Tulsi Gabbard. Et après, il est complètement transparent. Il dit, Robert Kennedy, lui, veut make America healthy again. Il veut s'attaquer à Big Food, à Big Pharma. Il dit très bien. Mais j'ai dit à Robert Kennedy, il dit, ne touche pas à l'or liquide, c'est-à-dire au pétrole. Ouais. Parce qu'il est complètement branché là-dessus. Et donc, il va s'entendre là-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aller dans une émission comme Joe Rogan, qui est la plus grosse émission regardée à l'international, on voit très bien Kamala qui n'a pas réussi à se décider, contrairement à Trump qui y allait directement. Ouais, et puis je ne sais pas si vous avez écouté, mais il m'a épaté par sa connaissance des détails de l'histoire américaine et dans des tas de domaines. Mais moi, j'ai découvert ça chaque fois que j'ai rencontré des gens qui étaient à un certain niveau. Quand j'ai rencontré Reagan, c'est la même chose. Tous les gens qui réussissent énormément, qui ont impacté le monde, c'est des gens, mais qui sont d'une écoute. Moi, quand j'étais devant Reagan, j'ai dîné avec lui pendant 3 heures, j'avais l'impression d'être la seule personne qui existait au monde. Il me regardait avec une intensité, et c'est marquant ça, chez des gens qui ont un impact. Ils ne sont pas là en train de penser à autre chose. Et donc, c'est quelque chose qui est poignant. Et tous les gens que j'ai connus qui ont rencontré Trump en personne l'adorent tout de suite. Ah oui. Tout de suite. Écoute, c'est intéressant d'avoir ça, de ce point de vue, John, parce que voilà, comme tu dis, toi, il y a le côté expertise, etc., mais il y a le côté aussi vécu, le fait que voilà, que tu aies toutes ces expériences, que tu aies ces connaissances avec des personnes, etc. Vous voulez qu'on aborde la préélection? Il y a 3 dates qui sont extrêmement importantes. La première date, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre, c'est la date limite pour que tous les États déterminent leurs grands électeurs. Et c'est le moment où il faut... That's when they file it. C'est le moment où ils le mettent pour que ça soit confirmé. Ensuite, il y a le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est le moment où le vice-président entérine tous les désirs et les décisions des grands électeurs. Et le vice-président, c'est Kamala Harris. C'est-à-dire, d'un seul coup, les démocrates voudraient que Kamala Harris fasse ce que Pence n'a pas voulu faire la dernière fois, alors qu'il aurait dû. Bon, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'en 2022, ils ont changé la loi en clarifiant que le rôle du président du Sénat pendant le décomptage des électeurs était uniquement clérical. Il y a eu la modification en 2022. En fait, ils se sont tirés une balle dans le pied. Sauf une chose. En Amérique, le grand pouvoir existe, en dehors des banques, etc., chez les avocats. Ah oui, d'accord. Et là, il va y avoir des bagarres d'avocats. Et là, il faut énormément de fric là-dedans pour se battre sur ce plan-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on comprend pourquoi il y a eu tellement d'accusations. Parce que, souvenez-vous, en Amérique, on est dans une common law, c'est-à-dire il faut toujours qu'il y ait des antécédents sur lesquels on se base, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait une telle intoxication des gens dans l'utilisation du mot insurrection. Pourquoi? Parce qu'il risque de faire appel au 14e amendement, dans lequel ça a été fait par rapport à la guerre civile en Amérique, mais c'était dit que quelqu'un qui avait déjà
servi en tant que soit président, soit congressman, soit sénateur, qui avait été élu à un poste fédéral important, ne peut pas recommencer un mandat quelconque s'il a participé à une insurrection ou une rébellion. D'accord. Le but, c'était que les confédérés n'accèdent pas au pouvoir. En gros. Voilà. Exactement. Mais c'est pour ça que là, il y a 4 ans, ils ont tellement parlé d'insurrection, qui était complètement organisée par des agents du FBI, etc. Il y avait 0 insurrection. On sait que c'est eux qui ouvraient les portes. Même Nancy Pelosi, qui était à la tête du Congrès, à ce moment-là, qui aurait dû appeler la garde nationale s'il y avait vraiment risque. Et c'est ce que Trump avait demandé. Elle ne l'a pas fait. Ouais. Et ils ont fait tout le possible, sauf mettre un tapis rouge pour que les gens rentrent. Mais c'était exactement ça. Donc là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, ce que tu as peur, c'est qu'ils utilisent cette arme pour empêcher, qu'ils essayent de jouer cette carte par le biais d'avocats, etc., pour empêcher l'accession de Trump au pouvoir. Absolument. Le congressman Raskin, un congressman démocrate très connu, a dit de toute façon, on ne va pas l'intériner. On ne va pas. Je m'en fous des résultats des élections. On ne va pas accepter sa nomination. Ouais. Et il a dit ouvertement dans toutes les interviews, etc. Et là, il va y avoir pas seulement les avocats, mais il va y avoir un déversement d'informations dans les médias. Et ils vont utiliser les médias, c'est un autre pouvoir pour faire passer tout ça, tout comme ils ont essayé là à la fin, juste avant les élections. Mais aujourd'hui, j'ai quand même espoir dans le peuple américain. Seulement pour du suspense, je pense qu'au bout du compte, tout se passera bien. Trump deviendra président s'il est élu, etc. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est sûr qu'ils vont essayer. Ah oui. Oui, okay. C'est sûr, catégorique. Et même, je pense que il y a des chances que l'inauguration, qui se passe toujours le 20 janvier, peu importe quel jour c'est, etc., ça s'est toujours passé le 20 janvier, là, elle risque d'être retardée s'il y a des confusions sur ce plan, etc., et que le tout aille finalement à la Cour suprême, et que la Cour suprême, il y a quand même assez de gens qui sont honnêtes dans la Cour suprême, etc., et qui vont faire passer le truc pour calmer le jeu. Sinon... il va y avoir plein de manifs, il va y avoir... Ah bah là, il y a des caravanes de Texans. Mais justement, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas ça, la deuxième carte, en vérité? C'est de faire genre, on fait un truc légal, etc. On fait genre qu'on va pas le laisser au pouvoir, même si, comme tu l'as dit derrière, c'est sûr qu'il va excéder, juste pour énerver les foules, que des mecs s'énervent, fassent une début de ce qu'ils ont appelé une insurrection, et comme ça, là, ils disent, ah bah, vous voyez, ils participent à une insurrection, etc., tu vois? Est-ce que tu crois pas qu'il y a le côté on essaye d'énerver les foules exprès? Les foules, la droite américaine, pour qu'elle se lève, pour qu'elle prenne arme, pour qu'elle fasse des choses, c'est très difficile. C'est une droite très pacifique. On l'a vu avec tous les gens qui sont arrivés, même à Washington, il y a 4 ans. C'était hyper pacifique. C'est des gens qui respectent la Constitution. Non, ils cherchaient à agiter des antifas, des gens comme ça, etc. Et ça, c'est très facile. Ils sont truffés de gens du FBI et tout ça. Est-ce que ça a été prouvé que le jour du Capitole, il y avait plus d'une centaine d'agents fédéraux qui faisaient partie de la foule? Prouvé, ouais. Ça n'a jamais été reconnu par la presse, sauf la presse alternative. Mais il n'y en avait pas une centaine, hein. Sur les 1000 personnes qui ont pénétré, il y en avait au moins 300 à 400. Ah oui, et toi tu es convaincu de ça? Si tu veux, et là ça serait trop long pour que j'aille chercher des preuves pour les amener, etc. Mais il y a énormément de gens qui ont été interviewés, qui étaient des anciens du FBI et qui avaient été forcés à participer à ce genre de choses, et qu'aujourd'hui on aurait du mal à les interviewer parce que ils ont eu des soucis de santé, quoi. Bon, et donc, ils ont fugué. Si tous ces recours légaux ne marchent pas, qu'il n'y a pas d'insurrection, tout ça, et que Trump est confirmé légalement dans le processus normal, est-ce que tu penses que Kamala Harris va se récuser et trouver quelqu'un d'autre pour faire la certification, ou est-ce que tu penses qu'elle va jouer son rôle jusqu'au bout et certifier un par un chaque État? Il y a des chances. Ce que je crains également,
mais je ne sais pas s'ils vont faire ça parce que ça lui enlèverait le rôle de vice-président. C'est que d'un seul coup, ils vont découvrir que Joe Biden est incapable de finir son mandat quelque part vers Noël. Tout le monde va pleurer, il est mal en point, etc. Et qu'elle devienne présidente de fait. Oui, jusqu'au 20 janvier. Parce qu'elle prendrait sa place. Et là, ça serait surtout pour influencer les décisions de la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, elle ne veut pas faire de vagues. Donc, si un président de fait, tu vois, ça serait un peu dans ce sens-là. Mais je pense que ça va se terminer bien, mais ça va être complexe. Et c'est un peu comme ce qui s'est passé depuis 4 ans avec le Covid, avec pas mal de choses. D'un seul coup, ça a mis la puce à l'oreille et il y a beaucoup de gens qui ne croient plus systématiquement ce qu'il dit dans les médias et ce que les autorités leur disent. L'inconvénient, l'envers de la médaille de ça, c'est qu'ensuite, les gens arrêtent de croire à la vérité aussi. Oui, c'est ça. Et donc, ça détruit un certain absolutisme et ça plonge les gens sur le plan psychologique et philosophique dans un relativisme en toute chose. Voilà. Alors, c'est ce qu'on dit toujours, enfin, moi je trouve trouve très juste sur les complots. C'est le problème avec les complots, c'est d'en voir partout ou d'en voir nulle part. Ouais. C'est exactement le souci. C'est que, comme tu dis, soit les gens croient tout ce qu'on leur dit comme avant, etc. Soit une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été trahis, etc., ils croient plus rien. Et en fait, oui, le problème c'est que non, mais tout n'est pas un mensonge, tout n'est pas un complot, tu vois. Et on en vient aux théories, la Terre plate, les reptiliens, les machins. Tu vois, je veux dire, c'est la suite de tout ça. Donc c'est vrai que dans les deux cas, c'est problématique. Et après, les gens commencent à plonger dans un nihilisme qui est tragique. Oui. Parce que la force de l'Amérique a toujours été le fait de croire en certaines choses. Hein. C'est George Washington qui dit You cannot govern without religion. And where do you find religion? In this book, the Bible. Ça, c'est une référence qui a été écrite dans un bouquin qui s'appelle Faith and Freedom, dont j'ai encore une copie signée par l'auteur. C'est un book extra, c'est un livre extra. Il faudra que Baptiste, que tu le lises. Ouais, c'est vraiment très beau comme livre. Il a dû être écrit au début des années 90, par là. D'accord. Il s'appelle Faith and Freedom. Puis après, je retrouverai l'auteur. J'ai plus l'auteur en tête, etc. Mais il est vraiment bien. Parce que ça permet de comprendre tout le passé de l'Amérique et ce qu'elle représente. Bien sûr. L'Amérique, on a tendance à oublier, on parle de démocratie, c'est pas une démocratie, ça, il faut toujours le comprendre. Hein. C'est une république constitutionnelle, c'est complètement différent. Si c'était une démocratie, tout serait plié, on compte les votes de façon générale, et puis toutes les minorités, on les écrase et on s'en fiche. Tandis que là, on est obligé de s'occuper du Wyoming, d'autres États, etc., du flyover country, qui donne des droits à des minorités et à des citoyens dans les États. Il n'y a pas de dictature de la majorité. C'est tout à fait juste. Ouais. Impossible. Ça, c'est important à comprendre. Donc, voilà comment je vois les choses. Est-ce que tu as vu ce sondage dans l'Iowa qui donnait Harris gagnante dans l'Iowa? T'en as entendu parler? Bien sûr. Oui. Il y avait un sondage qui était 10 et la personne qui a fait le sondage, qui travaille pour le Des Moines Register, qui est le journal principal de l'Iowa, elle avait une réputation de ne jamais s'être trompée. Et ça parce que quand les gens qui ne se trompaient jamais, pour des raisons de chantage, je ne sais pas trop quoi, on les force à sortir des choses où elle disait qu'Harris allait gagner par 3%. La dernière fois que j'ai regardé ce qui se passait dans l'Iowa a été décidé, hein, il est passé à Trump, mais avec 60% des voix comptées, Trump gagnait par 14 points. Mais c'est ce que j'allais dire. Là, dans l'Iowa, on est à 87% de voix comptées et Trump a une avance de 14 points. Voilà, c'est ce que combien de points d'avance au Texas? Au Texas, on a 14 points d'avance aussi. Très confortable parce que Trump avait gagné avec 10 points d'avance. Parce qu'il disait qu'il y avait des chances de basculer le Texas, etc. C'est délirant. À tous les ans, toutes les élections. Depuis que moi j'ai été au Texas, à toutes les élections, le Texas va devenir bleu. Oui, d'accord. Quelque chose qui va peut-être... Enfin, je sais que ça va te faire plaisir. Tu sais qu'il y avait l'histoire de légaliser l'avortement en Floride? Oui. Alors moi je suis très pro-life, mais je suis pro-life d'une façon absolutiste parce que je ne crois pas au relativisme. En fait, non, mais là qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. En fait, il y avait une loi. Est-ce que vous voulez, en gros, légaliser l'avortement dans tous les cas? Et ils ont dit non. Il fallait 60% de vote pour que ça passe et ils n'ont eu que 57. Donc en fait, c'est pas passé. Voilà. Donc c'est non. C'est non. Super. C'est non, mais ils n'ont pas remporté la majorité des voix, mais suffisamment pour que ça passe pas. Parce que la barre du référendum, c'est 60%, pas 50%.
Ok, bon, bah, tant mieux. Hein. Oui, C'est c'est une ça. victoire. SOS Maman Solo, lien en description, Ouais, on lira les descriptions après. Exactement. C'est Plus, À mon avis, aux États-Unis, inévitablement, on y arrivera, mais ça va prendre encore 1 à 2 générations. On arrivera à quoi? À l'avortement partout ou à pas d'avortement? Non, au contraire. Ah d'accord. Ouais, Tu ouais. penses qu'on arrivera aux États-Unis dans 1 à 2 générations à l'interdiction totale partout? Absolument. Ah super. Mais c'est une question culturelle. Non mais ça a des bonnes nouvelles, c'est bien. Oui, oui, oui. Alors, j'ai un petit chiffre là sur ce truc-là. Moi, je serais assez vieux déjà à ce moment-là, mais bon. En Floride, il y a 11,6 millions de voix qui ont été comptées D'accord. pour l'élection présidentielle. Par contre, pour cette proposition, pour le référendum, il y a 1,3 million de gens qui ont voté pour la présidentielle mais qui n'ont pas voté pour le référendum. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Donc en fait, il y a moins de représentation, il y a moins de participation. Mhm. Intéressant, ça. C'est intéressant. Ça revient au réflexe naturel de l'Américain qui, parfois, va décider de ne pas participer à des élections parce qu'il considère que ça ne concerne pas l'État fédéral. Oui, je comprends ça, ouais. C'est vrai. Ouais. Et pourquoi tu penses que dans 2 générations, les Américains, ils seront pro-vie? C'est un phénomène culturel. Au cours des 4 à 10 dernières années, il y a eu une prise de conscience culturelle de plus en plus grande dans des tas de domaines, et où il y a maintenant même pas mal d'acteurs hollywoodiens qui, avant, se seraient tus complètement, et maintenant, ils s'expriment dans des trucs très de droite, républicains, etc., et ils ne sont plus aussi attaqués. Tu vois donc, de plus en plus de voix pro-vie anti-avortement. Oui. Pas seulement pro-vie, mais dans tous les domaines culturels. Okay. Et la culture, pour moi, la culture vient toujours en amont de la politique et de l'économie. Ouais. Pour moi, ce qui fait avancer la culture pro-vie, là où je suis, pour soutenir le propos de John, c'est que sur ces dernières... Avant, c'était vraiment une question qui était laissée aux médecins, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas l'accès à ce que ça représente vraiment. Donc, tu avais les médecins et les religieux, en gros. Tu avais les médecins qui disaient pro-avortement, entre guillemets, et les religieux qui disaient contre. Mais du coup, personne n'attaquait sur le terrain médical, sur le terrain, parce que il y avait une espèce de voile. Non, mais c'est ça, mais tu pouvais pas y accéder. C'était une connaissance trop compliquée. Ensuite, Internet s'est développé, donc déjà, on a eu l'accès à d'autres, comme il dit, à d'autres voix, etc. Des gens qui commencent à dire non, attendez, ça se passe comment? Des médecins qui eux disent mais moi j'ai les connaissances médicales, mais l'avortement c'est ça et tout. Et en fait, on a commencé à expliquer l'avortement. Parce qu'en fait, avant, l'avortement c'était un concept, mais qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, on a des images de ce qu'est l'avortement. Et ensuite, c'est ce que j'ai parlé. Il y a l'imagerie médicale qui a énormément avancé. Une échographie en 1990 et une échographie en 2024, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, un enfant, tu le vois, tu vois quasi son visage, ses cils, ses doigts, alors que regarde les échographies que ta mère elle avait de toi, faut deviner qu'il y a quelqu'un, hein, tu vois ce que je veux dire? Quand ils disent les bras ils sont là et tout, ah bon, c'est flou, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Aujourd'hui, même sur Internet, tu trouves des images. T'as bien vu avec ta petite, etc. T'as bien vu les échographies, c'était incroyable. Au bout de quelques semaines, tu vois les bras bouger. Voilà, donc tout ce phénomène-là, tu vois, cet accès à la parole, c'est pas seulement ça. Quand on parle de culture, de tout ça, les gens commencent à découvrir de plus en plus. Ça a été écrasé toujours dans tous les médias. Comment Planned Parenthood a été créé. Planned Parenthood, ce sont tous les cliniques d'avortement. Oui, le planning familial, en gros. Hein. Ouais, et ça a été créé par Margaret Sanger. Et il y a presque 100 ans. Eugéniste. Et à l'origine, Margaret Sanger avait créé ça pour éliminer les Noirs, les enfants noirs. Attends que ça fasse surface, ça. C'est même pas une théorie du complot, c'est ça? Non, c'est pas une théorie du complot, c'est historique. C'est vraiment ça. On peut retrouver les écrits, tout, c'est complètement. Tu vois, on a l'impression que c'est une théorie du complot parce que ça semble tellement aberrant. Mais plus c'est aberrant, plus les gens ont du mal à le croire. Oui, c'est vrai. Si des gens comme Trump et surtout comme RFK Jr., etc., se retrouvent au pouvoir, ils vont faire que ces choses vont arriver à la surface. Et RFK Jr., qui est très aimé dans les milieux noirs, et Trump aussi, en fin de compte, bien plus qu'on ne le croit, parce que lui, il s'est battu sur des tas de trucs, etc. Il était au premier rang là-dessus. Quand il va commencer à y avoir une prise de conscience là-dessus, et les démocrates vont perdre dans les élections qui vont suivre
ça ne sera pas du 25% comme ce que fait Trump maintenant, mais ça sera du 50, 60, etc., ben, les démocrates sont finis. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour ça que, dans un sens ou dans l'autre, si Trump passe, d'une façon libre, l'Amérique va aller vers l'âge d'or. Si Kamala Harris passe, ils vont bloquer le pouvoir. Les dernières élections, ça va aller vers une dictature totale. Eh ben, c'est pour ça que l'enjeu... c'est bien de ne pas du tout nous mettre là. Ouais, c'est ça. Non, mais au moins, c'est... Voilà. En fait, c'est comme tout le monde, c'est ça. John, il a pas des propos qui sont farfelus. Tout le monde a l'air de dire, tous les gens en tout cas qui s'intéressent au sujet, que ce n'est pas comme toutes les autres élections, que cette fois-ci c'est décisif, etc., qu'il y a des choses particulières. Oui. On le voit jusqu'ici en termes de même de comment les gens se sont... comment on dit, la participation. De participation, il y a quand même une grosse participation, plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les gens se sont... Ouais, de mobilisation, voilà. Les gens se sont plus mobilisés, donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les gens ont pris conscience que c'était décisif. Il y a des mecs tout à fait sensés, comme Elon Musk ou Rogan, Joe Rogan, qui le disent aussi. C'est une élection, plein de gens. On se joue Elon Musk. Donc, Joe Rogan a participé vers la fin, et puis il a dit, un peu sous pression d'Elon Musk, mais Elon Musk, il a tout mis sur la table. Oui, c'est vrai que lui, il a fait tapis. Il est all-in. Il a fait tapis et il a fait des emprunts aussi avec, quoi. Il a mis ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas non plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est très bien. C'est pour ça que moi, j'admire le bonhomme, hein, en dehors du fait que c'est un autre génie, etc. Et il y a des tronches quand même. Il y a Trump, comme on parlait avant, c'est une tronche. Il y a Musk. Il y a Robert Kennedy Jr., il y a Tulsi Gabbard, qui connaît tous les trucs cachés chez les militaires, etc. Il y a Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy, il est brillant également. Non, et puis la révélation, moi je trouve que la révélation de cette année, c'est Vance. Parce que Vance, on peut pas dire qu'il était très connu avant, honnêtement. Un petit peu. Moi, j'en avais parlé parce que j'avais couvert l'élection de mi-mandat quand il était élu sénateur. Je me suis dit, il y a un redneck sénateur. Tu as lu son bouquin? Non, moi, j'ai pas lu. C'est toi qui l'as lu. Je l'ai lu, j'ai adoré. Hillbilly Elegy est devenu le numéro 1, le best-seller. J'ai lu le livre, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne avec les histoires les plus croustillantes du livre. C'est vraiment The Redneck. Et lui, quand il a... Jusqu'ici, à chaque fois qu'il fait une interview ou qu'il fait un truc, il est très très pertinent. C'est pour ça que je parle de révélation, parce qu'il déçoit pas, quoi. Il est à la hauteur, c'est quelqu'un qui est assez jeune, entre guillemets. Calme, serein. Quand on parle de moyenne d'âge, hein, pour les politiciens, etc., il est plutôt jeune. Et pourtant, il a une sorte de sérénité et tout. Jusqu'ici, il se débrouille très très bien. Donc, c'est une révélation. Il a du répondant extraordinaire. Est-ce que tu penses que ça peut être une figure du Parti républicain pour le futur, un peu, pour quand on va forcément... Sans problème. Pas de problème. Et pour appuyer ce que tu disais, donc d'un côté on a RFK, Gabbard, Elon Musk, Joe Rogan, Carlson, Hogan, Dr. Phil et compagnie, et de l'autre côté on a la liste des invités de P. Diddy. Oui, exactement. Bon, Carlson, il n'aura aucun rôle dans le gouvernement. Non. Parce que c'est pas son rôle. Mais d'un point de vue soutien. Mais c'est un bon communicant. C'est un communicant, c'est les médias alternatifs. C'est lui qui a interviewé des gens. Il a interviewé des gens pour soulever tous les trucs en Ukraine, etc. Parce que tant que les gens vont découvrir réellement ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, il y a eu un tel investissement de BlackRock, de Vanguard, de Shell, tout ça, etc. Il y a des centaines de millions de dollars. Et eux, ils vont aller, hein, parce qu'ils vont les perdre. Parce qu'en plus, ce que tu dis par rapport à notre ami Tucker Carlson et Joe Rogan, à eux deux, ils font plus de vues que tous les médias américains. Oui, c'est traditionnel. C'est des gros leviers de communication. Ça, c'est clair que. Il ne faut pas oublier Charlie Kirk. Oui, Charlie Kirk. Qui a créé Turning Point USA en Arizona. Qui touche énormément les jeunes. Etc. Il a commencé, il avait 19 ans. Wow. Et il avait quitté la fac, etc. Mais lui, il fait des scores sur les réseaux sociaux qui sont gigantesques. En parlant de répondants, lui, il est au top. Bah lui, il est en live en ce moment, justement, et il a 2 millions de personnes qui le suivent en live. C'est plus que nous. Bon, et vous savez, la croissance géométrique existe. Moi, franchement, j'étais épaté par le nombre de personnes qui suivaient là, etc. Et puis,